Jean-François Mangin est directeur de recherche au CEA. Il y dirige un groupe de recherche algorithmique en neuroimagerie au sein du centre Neurospin, qui est la plateforme IRM en champ intense du CEA. Il est aussi directeur du CATI, qui est la plateforme française créée par le plan Alzheimer pour prendre en charge les grandes études de neuroimagerie. Et il est très impliqué dans le projet HBP. HBP, ça veut dire Human Brain Mapping, et c'est un projet de recherche emblématique, flagship en anglais, de la Commission européenne. Jean-François Mangin est ingénieur de l'École centrale Paris et il a préparé sa thèse de doctorat à Télécom ParisTech. Son programme de recherche vise au développement d'outils de vision par ordinateur qui sont dédiés à l'interprétation des structures complexes enfouies dans les images cérébrales. Et son équipe s'intéresse en particulier aux anomalies des plissements ou de la connectivité du cortex associées aux pathologies cérébrales. Sur tous ces sujets, Jean-François Mangin a publié de très nombreux articles qui sont largement cités par la communauté internationale. Merci Nicolas. Bonjour. Il y a une trentaine d'années, en fait, le cerveau humain était tranquille, bien au chaud dans la boîte crânienne de son propriétaire. Il était très difficile de mener des investigations sur lui. Mais il ne savait pas ce qui allait lui arriver. En fait, il y a une trentaine d'années, l'imagerie cérébrale a commencé son essor et elle a fait sauter toutes les digues. Vous avez probablement tous déjà vu dans la presse des images de l'activité du cerveau. Elles sont mises à toutes les sauces. Aujourd'hui, il y a des programmes de recherche partout dans le monde des neurosciences. C'est vraiment un des fers de lance des neurosciences modernes. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait, d'un autre aspect que l'imagerie fonctionnelle. Je vais vous parler en fait, de l'étude de l'architecture qui sous-tend le fonctionnement du cerveau. Je vais en parler parce qu'en fait, c'est vraiment un créneau sur lequel l'analyse d'image a des apports prépondérants aujourd'hui. Alors, Nicolas a déjà évoqué que je viens de Neurospin. C'est un centre de recherche qui est sur le plateau de Saclay qui va être doté à la fin de l'année de la plus grosse IRM qui ait jamais été conçue pour étudier le cerveau humain. Elle va être réalisée en fait, par des physiciens du CEA qui font aussi les éléments du CERN. Vous envoyez une petite maquette, là en bas à gauche, ça ressemble plus à un prototype de la NASA qu'à un scanner. Et avec cet imageur hors norme, on espère atteindre une résolution de l'ordre de 100 microns pour explorer le cerveau humain in vivo. Ce dont je vais parler aujourd'hui, en fait, c'est accessible avec n'importe quel scanner, le scanner qu'on peut trouver dans n'importe quel hôpital. Et d'ailleurs, il doit exister sur les disques durs des hôpitaux des millions même de clichés IRM qui sont éligibles à ce genre d'analyse. Donc, je vais aborder deux thématiques. La première, c'est les circonvolutions du cortex. En fait, on les connaît bien sûr depuis longtemps. On pouvait les observer en extrayant un cerveau de la boîte crânienne après la mort de son propriétaire. Et ce dont disposaient les anatomistes, c'est de cerveaux comme ça, un peu plus sanguinolents, on va dire, avant qu'ils soient nettoyés, et puis surtout plein de formol. Donc, c'était pas très facile à manipuler. Et puis surtout, en fait, ils pouvaient juste utiliser leur vision binoculaire pour observer les formes de ce cortex. Ils ne pouvaient pas accéder à l'aspect volumique des formes du cortex, et les 2 tiers du cortex sont enfouis dans les profondeurs des sillons. Donc en fait, les études qui ont été faites autrefois par les anatomistes n'ont pas pu aller très loin. Vous allez voir qu'avec l'ordinateur, on peut aller beaucoup plus loin. Et le deuxième thème que je vais aborder, en fait, c'est la cartographie des faisceaux de fibres qui permettent à différentes régions du cerveau de communiquer. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, aujourd'hui, en fait, on ne connaît pas le câblage du cerveau humain. On est un petit peu dans la situation d'un bison futé qui chercherait à prédire le trafic ce week-end en connaissant du réseau routier, essentiellement les autoroutes. C'est assez difficile. Et en dissection, en fait, on n'a guère accès à autre chose que les autoroutes du câblage du cerveau humain. Donc vous allez voir là aussi que l'IRM est en train de changer la donne. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner quelques informations sur les circonvolutions cérébrales qui peuvent être intéressantes. En général, on considère que la raison pour laquelle le cortex humain et le cortex de beaucoup de mammifères en fait, est plissé, c'est que c'est une astuce que la nature a trouvée pour augmenter sa superficie tout en gardant à notre crâne des dimensions raisonnables. On considère parfois le cerveau humain comme l'objet le plus complexe de l'univers et donc, a priori, vu ce que j'évoque, on peut imaginer qu'il devrait avoir le cortex le plus plissé de la surface de la Terre, on va dire. Et vous voyez qu'en fait, on est battu à plat de couture par le dauphin. Donc il doit y avoir quelque chose d'un peu plus compliqué que juste l'idée qu'on va plisser le cortex pour le faire tenir dans un crâne. Probablement, en fait, l'architecture des mammifères marins est différente de l'architecture des mammifères terrestres. Et effectivement, le cerveau humain est le plus plissé des mammifères terrestres. Alors il y a peut-être aussi une explication, c'est que c'est en fait le cerveau du dauphin qui est l'objet le plus complexe de l'univers, mais on est un petit peu trop égocentrique et on ne s'en est pas vraiment rendu compte. Deuxième point intéressant, je vais vous laisser observer attentivement les 3 cerveaux que je vous exhibe là en haut de cette slide. Alors c'est vraiment de l'exhibitionnisme parce qu'un de ces cerveaux est le mien, donc c'est un striptease un petit peu particulier, et les 2 autres, c'est les cerveaux de 2 de mes collègues. On n'a jamais été soupçonné de pathologie particulière, donc ils sont relativement normaux, et vous voyez qu'ils sont très très différents.
Donc en fait, il y a autant de différences entre les plissements de vos cortex qu'entre vos empreintes digitales, et personne ne sait réellement pourquoi. Donc pour beaucoup de gens, en fait, tout ça, c'est juste de l'aléatoire. C'est lié au fait que, par exemple, si je prends une feuille, j'en ai une dans la poche, mais j'arrive pas à l'attendre. Imaginez, je froisse une feuille pour la faire tenir dans mon poing. Il y a plein de manières de la froisser, et tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, ce que je vais essayer d'évoquer, et c'est la raison d'être du programme de recherche que j'évoque maintenant, c'est qu'en fait, ces plissements, ils sont la trace de l'architecture de ces individus. Et en fait, on peut deviner plein de choses sur les individus grâce à l'étude et à la mesure de ces plis. Et enfin, un dernier point qui est intéressant, c'est quel est le rôle des gènes dans tout cela. Je vais vous laisser répondre vous-même à cette question. En fait, j'ai récupéré 2 paires de jumeaux. J'ai caché les contours de leur cerveau pour que vous ne soyez pas biaisés par le fait que, bien sûr, 2 frères jumeaux ont la même forme de crâne. Et vous allez essayer de les apparier, comme dans le jeu pour les enfants, on essaye de faire des paires. Donc il y a bien sûr 3 appariements possibles, horizontal, vertical ou diagonal. Je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Alors on va passer au vote. Qui vote pour un appariement horizontal? Qui vote pour un appariement diagonal? Et qui vote enfin pour un appariement vertical? Donc a priori, ça devrait être diagonal. Et effectivement, quand on regarde les formes des cerveaux, vous voyez qu'il y a 2 cerveaux qui sont globulaires et 2 cerveaux qui sont plus aplatis, donc vous avez gagné. Ce qui aurait tendance à faire penser que les gènes ont un rôle à jouer dans le plissement. Mais comme vous y avez passé un peu de temps, maintenant, j'ai obtenu l'objectif escompté et vous vous êtes rendu compte qu'ils n'ont pas un rôle prépondérant. Donc soit c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'aléatoires dans la manière dont le cortex se plisse, soit il y a quelque chose de différent qui est plutôt optimiste, je trouve, c'est que tout n'est pas figé, ce ne sont pas nos gènes qui décident de qui nous allons devenir, et que l'environnement joue un rôle important dans la manière dont se construit l'architecture de notre cerveau. En fait, pour être complètement honnête, on peut trouver parfois une paire de jumeaux dont les cerveaux se ressemblent étrangement. Et la manière dont moi j'interprète tout ça, je dirais qu'en fait, le phénomène, la dynamique du plissement cortical dont je vais parler maintenant a quelque chose de chaotique au sens mathématique. Il ne faut pas grand-chose en fait, pour changer d'attracteur, mais avec un peu de chance, on peut trouver des jumeaux qui suivent exactement le même cheminement. Alors comment le cortex se plisse-t-il? Après 2 trimestres de grossesse, il est quasiment lisse. Et les images jaunes que vous voyez ici, c'est des images de très grands prématurés qui sont aujourd'hui sauvés avec 3 mois d'anticipation au niveau de la naissance, donc avec un cortex lisse, et qui sont impliqués dans des programmes de recherche clinique qui visent à comprendre pourquoi certains d'entre eux ont des problèmes plus tard au cours du développement. Donc on est aujourd'hui capable de manière incroyable de voir le processus de la dynamique en fait, du plissement du cortex des hommes. Et il y a un autre contexte où on peut faire la même chose aujourd'hui, c'est en imagerie anténatale, donc in utero, dans certaines grossesses à problème, on fait passer aux mamans des IRM et on est capable là aussi, avec des techniques de super résolution un petit peu sophistiquées, depuis très peu d'années en fait, de reconstruire la surface du cortex des fœtus et éventuellement de déceler des anomalies. Le cortex, en fait, à la naissance, a quasiment la complexité d'un cortex humain du point de vue du plissement. Les choses continuent jusqu'à l'adolescence, et puis là, de façon surprenante, le cortex se met à se déplisser, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que les structures qui sont profondes dans le cerveau grossissent, elles poussent le cortex vers l'extérieur. Aussi parce que la maturité, en fait, la maturation dans le cerveau consiste à dégager tous les neurones inutiles, donc il y a moins de tissus. Mais tout cela est relativement raisonnable et continue d'ailleurs jusqu'au grand âge. En fait, le cortex se déplisse de façon systématique et harmonieuse jusqu'à des âges très très avancés. Mais parfois, en fait, des régions se mettent à se déplacer plus rapidement, et sont en fait à l'origine d'une pathologie. Et en fait, la raison pour laquelle on essaie de mesurer ces formes, c'est qu'on va en obtenir en fait, des biomarqueurs, donc des manières de diagnostiquer des pathologies, soit développementales, quand quelque chose ne s'est pas passé correctement pendant la grossesse. En général, là, on vise des pathologies psychiatriques. Ou alors, en fait, on va faire émerger des signes de pathologies neurodégénératives, parfois bien avant les symptômes. Alors, en clinique, en fait, est-ce qu'on utilise des mesures sur le plissement cortical? Absolument pas. Pour une raison bien simple, c'est qu'avant l'IRM, ça n'intéressait personne puisqu'on ne pouvait pas voir les plis du cortex des patients. Et depuis l'IRM, en fait, pour un radiologue, une IRM, ça se lit de cette manière, avec des planches, et il est extrêmement difficile de reconstituer mentalement la trajectoire complexe de tous ces plissements. Et donc, en fait, à part quelques radiologues particulièrement intéressés qui ont développé un savoir-faire spécifique, en routine clinique, on ne mesure rien au niveau des plissements. Dans le monde en fait, de la cartographie du cerveau, ce qui a été développé, et Nicolas en a parlé plusieurs fois au cours de ses premiers cours, pour comparer des cerveaux, c'est des méthodes de recalage. Des méthodes de recalage, par exemple, d'un atlas, un cerveau modèle vers n'importe quel autre cerveau. C'est des méthodes ancestrales qui viennent du monde de la paléoanthropologie, qui ont été utilisées d'abord par les neurochirurgiens et ensuite par les neuroimageurs.
Malheureusement, en fait, cette démarche, elle n'est pas très adaptée pour étudier les plissements, parce qu'en fait, on a du mal à trouver un cerveau modèle. On n'a pas de chance. Si on avait été comme les macaques, ils sont tous plissés pareil, on aurait pu en prendre un et le déformer pour étudier les autres. Quand on a affaire aux hommes, les choses sont beaucoup plus compliquées. Le cerveau que vous voyez en haut, là, il a un grand plissement rouge. Je suis bien en peine de le retrouver dans le second cerveau en bas, et personne ne sait pourquoi. Il a l'air d'être explosé en 1000 morceaux. Donc en fait, déformer les cerveaux pour les étudier, ce n'est pas très efficace quand on s'intéresse vraiment au plissement. Donc ce qu'a fait mon équipe depuis une vingtaine d'années, c'est développer ce qu'on appelle en gros un neuroanatomiste artificiel qui est capable, au même titre qu'un des rares experts de l'anatomie du cortex humain, de reconnaître automatiquement tous ces grands plissements qui ont été décrits par les anatomistes du XIXe siècle. Alors je ne vais pas vous détailler les algorithmes comme Nicolas l'a fait, ici je n'aurai pas le temps, mais je vais juste vous donner 2-3 idées sur comment ça marche. Donc la première chose que fait ce système, lorsqu'une IRM sort du scanner, c'est qu'il va l'aligner avec une grille relativement standard, de la même manière qu'avant de lire un livre, vous allez le mettre horizontal, parce que lire un livre de travers, ce n'est pas une très bonne idée. Ensuite, il va y avoir un certain nombre d'étapes qui ressemblent en fait à tout un processus de vision biologique. Le cerveau va être extrait des images. On va calculer en fait un moule en négatif du cerveau, qui est ces objets oranges que vous voyez en bas là. En fait, c'est des espèces de feuillets qui descendent dans les plis et qui ressemblent beaucoup aux feuillets qu'on voit sur la coque d'une noix. Ces feuillets élémentaires vont être découpés de façon encore plus élémentaire avec des propriétés topologiques pour avoir vraiment une espèce d'ensemble de briques qui vont permettre ensuite de reconstituer les grands sillons qui ont été décrits par les anatomistes. Et cette dernière étape, elle va être réalisée avec des méthodes de reconnaissance des formes. Alors on dispose aujourd'hui d'une grande base de cerveau où ces plissements ont été extraits et proposés à des experts de l'anatomie du cortex qui leur ont donné des noms à travers une nomenclature qui date d'il y a très longtemps, qui correspond à ce code de couleur. Et nous avons développé, avec des techniques d'analyse d'image ou de vision par ordinateur, différentes manières de modéliser la variabilité qu'on peut observer chez tous ces individus. Là, par exemple, c'est une manière d'aborder les choses qui ressemble vraiment à cette idée d'avoir un atlas, un espèce de cerveau moyen, qui est très efficace pour reconnaître les sillons pour tous les cerveaux relativement standards, qui ne marche pas très bien quand les cerveaux sont, on va dire, originaux. Donc nous avons une deuxième approche, en fait, qui est une approche, je dirais, d'intelligence distribuée, où en fait, nous utilisons des petits experts de reconnaissance des formes qui se spécialisent dans seulement un des aspects de l'anatomie du cortex, par exemple la forme d'un sillon. C'est un petit peu comme si chacun d'entre vous ici s'entraînait à reconnaître un des sillons colorés que vous voyez autour de mon modèle central, et qu'après je sortais un cerveau, je le mettais sur la table, que vous ayez des post-it de couleur et que vous veniez batailler pour essayer de retrouver votre sillon. Donc c'est vraiment un modèle collaboratif qu'on a développé, qui est fondé sur des petits réseaux de neurones artificiels, et qui est aggloméré en utilisant des techniques de physique statistique qui permettent en fait de décrire la manière dont des verres ou des cristaux convergent vers un état stable. Je vais vous passer un petit film pour que vous voyez le genre de choses qui se passent quand on essaie de minimiser en fait, l'énergie qui est derrière ce modèle, qui correspond en fait, cette minimisation elle correspond à une discussion entre tous ces petits experts locaux qui essaient chacun de retrouver leur petit. Donc quand on est dans le rouge, c'est que tout le monde discute, personne n'est content, et vous allez voir qu'à un moment donné, il va y avoir une espèce de transition de phase autour d'un grand sillon au milieu qui est bleu, qui s'appelle le sillon central, et tout ça va se propager au reste du cerveau, et ça correspond en fait à la manière dont un expert humain identifie les sillons, parce que c'est le sillon le plus stable du cerveau. Donc cet expert, aujourd'hui, il existe depuis un certain nombre d'années, il a été appliqué à plus de 15 000 cerveaux, ce qui a permis en fait, de lancer toutes sortes d'études morphométriques où on va mesurer en fait, certaines caractéristiques de ces sillons pour voir si on peut deviner des choses sur les gens qu'il y a derrière. Donc vous pouvez imaginer qu'on peut mesurer la longueur d'un sillon ou sa profondeur, ou par exemple l'écartement entre les deux murs d'un sillon, qui est une manière de mesurer si la région qui est derrière s'atrophie à un moment donné dans le grand âge. La première expérience qu'on a faite pour voir si tout cela avait du sens, c'est qu'on a essayé de trouver dans le cerveau un lien entre la taille de ces sillons et le fait qu'on soit droitier ou gaucher. Jusqu'à présent, la communauté ne trouvait rien de particulier à cet égard, et donc on avait tourné notre anatomiste artificielle, on a extrait chacun des sillons et on a mesuré la longueur de chacun des sillons, et puis on a regardé si le sillon était plus développé du côté droit ou du côté gauche. Je ne vais pas vous décrire tout ce qu'on voit sur les couleurs au milieu, en fait il y a un code de couleur qui est dans les jaunes rouges si le sillon est plus développé à gauche, et qui est dans les bleus s'il est plus développé à droite. Et vous pouvez voir que ce sillon dont j'ai déjà parlé sur la slide d'avant, qui est au milieu du cerveau, qui est en bleu clair à gauche, eh bien, il est plus grand à droite chez les gauchers, et vice-versa, il est plus grand à gauche chez les droitiers. Et vous devez savoir que c'est l'hémisphère gauche qui contrôle la main droite. En fait, ce qu'on a découvert ici, c'est que le sillon de l'hémisphère dominant, celui qui contrôle la main qui a été sélectionnée au niveau de latéralité manuelle, il est plus important, il est plus développé.
Probablement pour deux raisons, en fait. Il y a deux hypothèses. Soit parce qu'on est né avec plus de neurones dans cette région, ce qui a poussé le cortex à se plisser plus avant, soit parce que le cortex est plastique et à force d'utiliser une main, on conduit la région sous-jacente à se développer. Et on a eu la réponse à cette question récemment en travaillant sur des gauchers contrariés. On s'est rendu compte qu'en fait, chez les gauchers contrariés, on retrouve l'asymétrie des droitiers. Donc c'est vraiment le fait d'utiliser une main particulière à l'école pendant des heures pour écrire qui pousse en fait les réseaux de neurones qui sont dans la région motrice à se développer, à prendre plus de place et à pousser le cortex à se plisser un peu plus loin. Alors bien sûr, pour les gens qui connaissent l'histoire, ça fait beaucoup penser à la phrénologie, ce genre d'approche. Et la phrénologie, il y a beaucoup de choses qui étaient complètement loufoques, et puis aussi des conséquences un petit peu désastreuses qui en ont découlé. Donc il y a plein de problèmes éthiques derrière cette technologie. Je ne vais pas en parler maintenant, on pourra en discuter pendant la phase de questions. On en est tout à fait conscient, mais comme toutes les technologies, elle a aussi un gros avantage, cette technologie, c'est qu'elle permet aujourd'hui d'envisager de mettre à jour un certain nombre de caractéristiques morphologiques, par exemple, liées au syndrome psychiatrique, liées en fait à des anomalies développementales qui créent des faiblesses dans le cerveau. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, on a sélectionné 30 sujets schizophrènes qui avaient des hallucinations auditives tellement fortes qu'aucun neuroleptique ne permettait de les arrêter. Et on les a comparés à des sujets contrôles, et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de plis, tous ceux qui sont en vert, étaient moins profonds chez les schizophrènes comparés au contrôle. Il se trouve, si vous voyez l'image en haut à gauche, qui est une image de cartographie fonctionnelle des aires du langage, que c'est exactement les régions du langage. Donc là, cette fois-ci, on ne sait pas si c'est quelque chose de développemental ou quelque chose qui s'est installé à cause de ces symptômes récurrents d'hallucinations auditives. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a un lien entre la morphologie et les symptômes de patients psychiatriques, ce qui peut permettre d'espérer, par exemple, d'extraire d'un syndrome très divers des sous-groupes de patients homogènes en utilisant la morphologie qui caractérise ce qui leur arrive. Toujours plus fort, sur les mêmes sujets, en fait, si vous leur demandez d'où viennent les voix qu'ils entendent, certains entendent des voix qui viennent de l'intérieur de leur tête, d'autres des voix qui viennent du ciel, on va dire. Et un an après, ils répondent de la même manière. On a essayé de voir s'il y avait une différence entre ces deux sous-groupes. Et on s'est rendu compte que sur un des sillons qui avait déjà été détecté précédemment, en fait, pour un des sous-groupes, dans une région qui est en fait un analogue dans l'hémisphère droit d'une région du langage de l'hémisphère gauche, le sillon est déplacé dans un sens chez ceux qui entendent leur voix de l'intérieur de la tête, à l'intérieur de la tête, et dans l'autre sens par rapport à des témoins pour les autres. Et il se trouve que cette région est une région qui avait émergé quelques années auparavant dans le monde du mapping fonctionnel comme la région qui s'active quand vous faites écouter un son à quelqu'un, soit dans l'oreille droite, soit dans l'oreille gauche, et qui doit dire d'où vient ce son. Donc en fait, c'est une région qui travaille pour essayer de localiser l'origine des sons. Et il se trouve que c'est la région qui diffère en fonction de d'où viennent les voix des hallucinations. Donc tout ça va vraiment dans le sens que mesurer la forme du cerveau permet de déduire des choses à la fois sur le comportement systématique des gens, la main avec laquelle ils écrivent, et aussi sur des aspects psychiatriques. Ça nous a poussé, pour finir mon histoire sur les sillons, à essayer de développer des techniques qui permettent d'aller plus loin dans l'étude de la forme de ces plissements. Ce que vous voyez ici, c'est mon fil rouge, le sillon central, celui qui gère la motricité de la main. Vous le voyez donc extrait en rouge d'un cerveau, donc c'est vraiment un sillon en négatif. Et en fait, ce qui a été découvert là aussi avec l'imagerie fonctionnelle, c'est qu'il y a une déformation au milieu du sillon qui correspond en fait à l'aire motrice primaire de la main. Et dans tous ces sillons que je fais émerger ici, il y en a une trentaine, parfois on voit cette déformation de façon claire, parfois c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de déformations. Donc là, on a utilisé une des techniques que vient d'évoquer Nicolas, la technique qui consiste en fait à essayer de cartographier en fait, la variété, donc le sous-espace de faible dimension dans lequel en fait, ces formes évoluent. Et on a essayé de faire très simple, on a essayé en fait, de projeter ces sillons dans un espace à une seule dimension qui va vous décrire en fait, les principaux changements de forme qu'on observe dans cette population. Et on peut faire ça de façon automatique simplement en essayant de réarranger les sillons pour que ceux qui se ressemblent en termes de forme soient proches sur un axe. On voit émerger sur la gauche qu'on a des sillons qui sont relativement simples à décoder par rapport à cette déformation, puis plus on va vers la droite, plus ils sont complexes. Et si on prend 1000 cerveaux, 1000 sillons, ben ce qu'on voit émerger, en fait, c'est une espèce de ligne qui est en fait la partie inférieure de cette aire primaire de la main et qui monte jusqu'à la droite de mon axe. Donc en fait, ce que l'ordinateur a trouvé ici, c'est qu'en fonction des individus, cette aire motrice primaire de la main, elle n'est pas localisée au même endroit dans le sillon central. Et pour se convaincre de ce que je viens de dire, en fait, on peut calculer simplement des petites moyennes locales à différents endroits de cet axe en utilisant des pondérations qui sont liées en fait, à l'endroit où on est. Et on fait émerger différentes moyennes qui n'ont pas la même forme. Et donc en haut, là, vous voyez l'évolution de la forme le long de cette variété du sillon central, où on passe effectivement d'une déformation bien centralisée à une déformation beaucoup plus haut placée, qui est suivie d'une deuxième déformation plus bas, dont on essaie de comprendre le rôle au niveau fonctionnel. Et si on revient à mon histoire de gaucher et de droitier, eh bien on se rend compte en fait les droitiers et les gauchers n'ont pas du tout la même forme de ce sillon dans l'hémisphère dominant. Ils sont basculés d'un côté de cet axe des formes.
Et si on regarde cette fois-ci les gauchers contrariés, de façon surprenante, en fait, les gauchers contrariés restent comme des gauchers. Cette fois-ci, ils n'ont pas changé, même si on les a forcés à changer de main. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on mesure les formes des circonvolutions cérébrales, on a accès à deux types de paramètres. Des paramètres de forme de ce genre qui permettent de déceler les choses qui sont passées au tout premier stade du développement et qui, en l'occurrence ici, ont décidé si vous alliez devenir droitier ou gaucher. Et ensuite, des choses qui sont liées à la plasticité cérébrale, au fait que vous avez un comportement prépondérant qui va développer certains réseaux de neurones, qui va changer les formes de votre cerveau. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième partie de mon exposé, qui va suivre un fil conducteur assez similaire, donc ça va être facile à suivre pour vous. Je vous ai évoqué déjà cette histoire qu'en fait, on n'a pas le câblage du cerveau humain aujourd'hui. On a à peu près une vingtaine de grandes voies de communication qui ont été décrites grâce aux dissections, mais on ne peut pas aller plus loin par dissection. Et grâce à l'IRM de diffusion, une technique qui a émergé au milieu des années 90, on est en train de bouleverser la donne. On est en train de faire en fait une carte des nationales du câblage du cerveau et on pourra peut-être atteindre un jour les départementales. Comment ça marche? En fait, les images de diffusion, c'est des images gigognes. On a une image en 3 dimensions du cerveau où, en chaque point, on a une petite image en 3 dimensions qui décrit la mobilité des molécules d'eau dans le cerveau. Et cette mobilité, en fait, elle est perturbée par les membranes des axones. En haut à gauche, ici, vous voyez un modèle très simplifié de ce qu'est un faisceau d'axones qui permet de relier 2 régions. Et vous pouvez imaginer facilement que le mouvement brownien de l'eau dans ce faisceau, il est relativement libre dans la direction des axones et il est perturbé dans les directions transversales. Donc en fait, dans nos images gigognes, on observe une élongation de la mobilité de l'eau dans certaines directions qui nous donne des indices sur la direction des fibres. Et de proche en proche, on va réussir à reconstruire les faisceaux. Alors pour ceux qui n'ont pas compris ma première explication, je vais la refaire cette fois-ci en fait avec la diffusion des véhicules dans le réseau routier. Imaginez que vous sortiez un soir, vous soyez en hélicoptère au-dessus de Paris et que vous preniez des photos avec une pause très très longue. Vous allez obtenir le genre d'image qu'on voit en haut à gauche et à droite. Et pour l'image en haut à gauche, elle est très facile à interpréter. Vous devinez qu'ici, il y a un grand axe routier, un autoroute, quelque chose. C'est un petit peu une situation très simple pour nous en diffusion quand toutes les fibres sont dans le même sens. Et puis, il va y avoir des endroits qui vont être plus complexes. Par exemple, les croisements d'autoroute, comme l'image en bas au milieu, on va commencer à avoir du mal à interpréter ce qui s'y passe et on va faire des erreurs quand on va essayer de suivre nos faisceaux. Et imaginez en fait que vous ayez carrément une image de tout Paris, mais avec une résolution grossière, où en fait dans un pixel de Paris, vous ayez plusieurs croisements de routes. Là, c'est très difficile à gérer. Et c'est quand même notre situation, parce que bien sûr, le câblage du cerveau, il est très complexe et il y a des croisements partout. Alors il y a une hypothèse qui a été émise l'année dernière, qui est très intéressante, c'est qu'il ne faudrait pas croire que le câblage du cerveau humain ressemble à une carte de Paris, mais que la nature a probablement trouvé des trucs pour ne pas être obligé d'utiliser plein de gènes pour coder en fait, le câblage du cerveau. Et un de ces trucs, ça pourrait être une organisation à la Manhattan qui permettrait peut-être aux gens comme nous de mieux dépiler tout ça et de reconstruire les choses de façon plus aisée. Mais ça reste à prouver. Donc à partir de cette image gigogne sur la mobilité de l'eau, on est capable de reconstruire ce qu'on appelle des tracts, qui sont des trajectoires en fait, de forte mobilité de l'eau qui devraient correspondre la plupart du temps à des faisceaux de fibres. Donc on a cette espèce de plat de spaghetti dans lequel on va essayer de retrouver bien sûr les grandes voies d'association qui ont été décrites par les anatomistes du siècle dernier, mais aussi avec ces images et l'aide de l'ordinateur, on va essayer de cartographier en fait les nationales et les départementales. Comment on va s'y prendre? Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a 3 étapes importantes à comprendre. La première, c'est que si on manipule des millions de pseudofibres sur chaque individu, c'est très très lourd et on ne s'y retrouve pas. Donc on va compresser cette information. On va réunir en fait les fibres qui suivent une trajectoire similaire en petits fascicules, de manière à passer de millions de fibres à environ 3000 fascicules qui résument en gros ce qui se passe dans un cerveau donné. On va faire ça sur des centaines de cerveaux. Et ensuite, on va aligner grossièrement ces cerveaux, et après, on va avoir une procédure assez similaire qui va consister à chercher des fascicules qu'on retrouve dans un grand nombre de ces cerveaux. Et chaque fois qu'on va trouver un fascicule de ce genre, on va instancier une entité dans notre nouvel atlas du câblage du cerveau humain. Dernière étape, une fois cet atlas établi, et il y en a une première version qui est établie aujourd'hui, on va pouvoir utiliser cet atlas pour aller détecter sur n'importe quel nouvel individu tous ces faisceaux pour pouvoir après pratiquer différentes mesures pour essayer de comparer des populations. Donc vous avez un petit peu une image de cet atlas. Donc à gauche, en fait, c'est tous ces faisceaux qui ont été décrits par les anatomistes. Et puis à droite, en fait, c'est ce qu'on appelle des faisceaux en U, des faisceaux qui partent d'une région du cortex, qui contournent certains plis et qui retournent à une autre région du cortex. On est obligé aujourd'hui d'inventer une nomenclature puisqu'ils n'ont jamais été décrits. On est aujourd'hui à une centaine de faisceaux cartographiés et aujourd'hui avec des bases de données exceptionnelles comme celle qui est fournie par un projet nord-américain qui s'appelle Human Connectome Project, on va probablement réussir à monter à peut-être 500 voire 1 millier de tels faisceaux qui vont être injectés dans le monde des neurosciences et qui vont bien sûr changer beaucoup de choses au niveau du reverse engineering qu'on pratique aujourd'hui. Alors comment on peut utiliser cette technique pour aller dans le même sens que ce qu'on faisait tout à l'heure sur les sillons? En fait,
On a commencé à le faire sur une base de données de patients bipolaires, 120 patients bipolaires recrutés en France, en Allemagne et aux États-Unis, comparé à un nombre similaire de sujets contrôle. Donc on a extrait chez ces patients tous ces faisceaux. Un certain nombre de découvertes ont été faites sur des anomalies de ces faisceaux en termes de la mobilité de l'eau dans ces faisceaux. Et puis on a essayé de pousser le bouchon plus loin, on a essayé d'analyser la forme de certains de ces faisceaux, et je vais vous montrer un des résultats. J'ai choisi un faisceau qui est emblématique, qui est connu depuis toujours par les neurologues, c'est le faisceau arqué. C'est celui qui relie la région de la motricité dans le langage à la région de la compréhension. Il est très connu parce que si jamais ce faisceau est cassé, vous avez un type d'aphasie très particulière parce que ces deux régions ne peuvent plus communiquer. Et ce faisceau, en fait, si on en extrait la principale variété qui décrit ses principaux changements de forme à travers une population, on passe d'un faisceau coudé à forme tubulaire à un faisceau dont une des extrémités s'évase en forme d'éventail. Et il se trouve que cette forme d'éventail en fait, est beaucoup plus fréquente chez les bipolaires comparée au contrôle. Aujourd'hui, on n'a pas d'interprétation. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si on connaît un petit peu le développement, en fait, le développement il est fondé sur une approche très darwinienne. Quand vous avez quelques mois, vos neurones vont envoyer des axones partout. Et les axones qui vont atteindre des cibles intéressantes du point de vue du fonctionnement vont être sélectionnés, en attirer d'autres, et les autres vont se sacrifier et disparaître. Il est possible, c'est une des hypothèses aujourd'hui, que cette pathologie est liée à une anomalie en fait, de ce pruning des connexions axonales. Et il reste en fait des connexions qui auraient dû disparaître et qui peut-être causent des problèmes. Alors bien sûr, tout cela est à valider avec les psychiatres. C'est un résultat qui vient de sortir, il n'est pas publié, donc peut-être que demain on invalidera ce que j'ai émis comme hypothèse. Donc vous voyez qu'en fait, on est capable de mesurer énormément de choses sur le cerveau, et je vous ai parlé de deux approches, il y en a plein d'autres qui sont plus ou moins importantes en fonction des pathologies. Aujourd'hui, en fait, quand quelqu'un va passer une IRM, on est capable d'extraire des différentes séquences qui sont réalisées un bon millier de paramètres qui pourraient être intéressants pour aider à un diagnostic ou à un pronostic d'une évolution d'une pathologie. Tout ça est devenu tellement technologique que pour accélérer les choses, accélérer la recherche clinique, le plan Alzheimer a créé il y a 3 ou 4 ans une plateforme qui permet de mettre à disposition de n'importe quel grand projet de recherche clinique l'ensemble de ces mesures pour réussir à y extraire du sens. Et ce qui se passe aujourd'hui, le programme de recherche d'une grosse partie de la communauté qui s'allie en fait avec le monde du big data dont on parle beaucoup ces temps-ci, vous savez, la recherche comme elle est pratiquée chez Google, c'est de réussir en fait à brasser ces milliers de mesures sur des milliers d'individus pour faire émerger en fait des motifs qui sont indécelables pour l'œil humain parce que c'est des motifs distribués, c'est des petites modifications de plein de structures dans le cerveau, mais qui sont caractéristiques des premiers stades de certaines pathologies. Et c'est extrêmement important. Par exemple, dans le contexte de l'Alzheimer, aujourd'hui, tous les essais cliniques ont échoué. On pense qu'ils ont échoué parce qu'on a pris les sujets bien trop tôt et qu'il faudrait réussir à appliquer les traitements avant les premiers symptômes. Et je vais conclure sur un dernier aspect qui est la manière dont on interagit, la manière dont on fait interagir tous ces algorithmes et les experts de l'anatomie qui valident ou invalident toutes les découvertes qui sont faites avec toutes ces techniques. En fait, aujourd'hui, grâce à un laboratoire spécialisé dans les interfaces homme-machine, on dispose d'un mur d'écran à l'Université Paris 11 qui nous permet de manipuler un grand nombre de cerveaux avec une interface qui n'a plus rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer. On est dans le monde, pour les gens qui l'ont vu, du film qui s'appelle Minority Report, où on a des gants qui permettent de déplacer les cerveaux, de faire des hypothèses, de regrouper des cerveaux. Et je pense que c'est extrêmement important parce que, bien sûr, ce n'est pas des algorithmes qui, à eux tout seuls, vont faire émerger la nouvelle carte du câblage du cerveau humain. On a besoin d'un feedback permanent des experts. Mais aujourd'hui, sans ce genre d'interface, il est quasiment impossible pour un expert humain de charger sa mémoire de travail et de comparer plein de cerveaux. Donc, avec cette assistance au niveau des interfaces, on espère aller beaucoup plus loin. Et je vais m'arrêter là.